Maintenant, je reprends les postes. Je commence depuis devant. Parce que derrière, ça va pas trop mal, on n'a pas trop pris de goal ces temps. Mais devant, les gars, c'était pas suffisant. Jusqu'à présent. Yeah. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux. C'est le retour de Cyril Ban, mais de côté la promotion de nos pulls, on retourne derrière nos micros, l'occasion d'accueillir pour ce 14e épisode les fondateurs de l'équipe cycliste Céleste. Cycliste car ensemble on va plus loin, Céleste car c'est le but de la quête, une quête qui paraît inatteignable, insurmontable. Nico et Jessie, eux, sont atteignables et présents aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Salut les gars, bienvenue. Salut les gars, merci. Ça va ? Ça va très bien. Ce dimanche matin. Oui, toujours. Et pour compléter cette grande tablée, ce beau peloton, je suis toujours accompagné de ma recrue préférée, Marius Cam. Salut Marius. Salut Romain, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien, content d'être là aussi. Un Marius bientôt en promotion de 4ème Ligue. Ah, on espère, hein. Aujourd'hui gros match, on verra. Match contre les premiers, Bilance. Exactement, match contre Bilance, toujours invaincu, mais on verra, on espère que ça va le faire. Donc c'est un profil un peu différent aujourd'hui, des sportifs amateurs, mais des sportifs accomplis tout de même, des fribourgeois, ça toujours. Et le programme sera composé de 2 thèmes principaux. On parlera de votre lien avec le sport, la création de ce groupe, équipe cycliste Céleste, et on évoquera bien évidemment le monde de la course à pied de manière générale, Marius. Exactement. Tout d'abord, vite fait pour commencer, on va parler de votre équipe justement, équipe cycliste Céleste. En 2-3 mots, qu'est-ce que c'est ? Je crois que ça a été bien résumé juste avant par rapport au nom. C'est donc le but d'aborder le sport d'un autre angle, avec peut-être moins de prétention, un peu plus d'accessibilité pour les gens qui voient le sport comme une manière de s'évader, de progresser, et pas nécessairement une manière d'être un surhomme ou simplement de devoir investir des sommes et du temps de manière astronomique dans quelque chose qui est censé être là pour le plaisir avant tout. Donc là, vous avez mis un peu l'eau à la bouche avec votre équipe. On en reparlera plus tard. On aime bien commencer par l'enfance de nos invités et comprendre d'où est venu le lien avec le monde du sport. Racontez-nous votre premier souvenir lié au sport. Je pense que les premiers souvenirs, c'est peut-être la télé la télé à la maison le dimanche avec les finales des grands chelems de tennis, je pense, où c'était interminable et on voulait aller jouer dehors et s'échapper, faire autre chose, et puis en fait on devait rester avec le papa parce que lui il aimait regarder le grand chelem, et du coup on avait Federer, et au début c'était quelque chose d'horrible parce qu'on comprenait pas les points, etc., qui est tellement compliqué dans ce genre de sport, mais qui est devenu après une sorte de passion, à avoir maman qui pleurait devant une victoire de Federer à Roland-Garros, et puis je pense que ça c'est un des premiers souvenirs vraiment liés au sport. C'était le tennis, et puis après d'autres sports, ou surtout le tennis à ce moment-là ? C'était le tennis, et moi j'étais bercé avec les sports de combat, parce que mon papa en faisait quand il était jeune, et j'ai commencé le judo quand j'avais 7 ans, et puis du coup c'était tout aussi j'adorais les films de Bruce Lee, ce genre de trucs qui étaient très dans l'esthétique aussi, et on pouvait regarder des films, ça nous donnait envie de faire du sport. Là j'ai une image de Space Jam, le film de basket avec Michael Jordan et les Looney Tunes aussi, qui étaient des trucs en tant qu'enfant, je trouve, la musique et tout, on avait envie de sortir et d'aller prendre un ballon de basket, on avait la musique qui tournait dans la tête et on avait envie d'aller faire des 3 points. Du coup, moi, c'était un peu tous ces sports mon frère faisait aussi du basket, ça se liait un peu. Et moi, j'ai pris la porte des sports de combat avec le judo, et j'en ai fait une 10aine d'années. Et puis ensuite, ça a été le trou, on va dire, un peu le blanc de sport, où il n'y avait plus trop, il restait du vélo, aussi un peu de basket, mais un peu une flemme jusqu'à retrouver un jour l'étincelle et le truc qui a redonné envie vraiment de faire du sport, mais je pense 3 fois plus fort que ce que j'avais quand j'étais petit, et où c'était plus une nécessité ou un passe-temps, mais c'était quelque chose qui venait des tripes, et une envie de vraiment faire quelque chose un peu plus forte que ce que j'avais quand j'étais petit. Et puis pour toi ? Moi, le premier souvenir, je crois que j'ai avec le sport, ça devait être les tournois de foot de l'époque, où je pense que mon père passait plus de temps à essayer de me récupérer en pleurs après les matchs que je perdais, plutôt qu'à m'encourager pendant les matchs. J'ai fait 10 ans de foot parce que c'était un petit peu... c'était pas vraiment une question, c'était un peu ce que les jeunes garçons devaient faire. Et puis, quand je suis arrivé en B, à la fin d'un match,
où on en est arrivé à... la tension est montée très haute. Je me suis dit, en fait, c'est plus vraiment la peine, c'est plus vraiment du sport détente et puis plaisir, ça devient trop tendu. Et là, du coup, j'ai fait un break, puis là, j'ai testé le basket, qui m'a beaucoup plu. Comme j'ai commencé tard, j'avais un niveau à récupérer, si on veut bien. Et puis, du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai fait un JS en basket, où là, du coup, j'ai pris le côté entraîneur. Puis après, je me suis rendu compte que je voulais quand même transpirer, hein, et pas juste parler. Et là, du coup, je me suis orienté vers le kickboxing. Et puis, qui m'a aussi beaucoup plu, un petit peu de Muay Thai et du Jiu-Jitsu aussi, là plus dernièrement, pour finalement arriver sur la course à pied avec l'aventure équipe cycliste Céleste. Voilà, c'était un peu la question qui suit. À quel moment la course à pied est rentrée dans votre vie respective? Sur le tard plutôt alors? Ouais, je pense que c'était justement, on parle souvent du Covid parce que nous, c'est à ce moment-là qu'on a commencé le projet équipe cycliste Céleste. Et c'est là aussi où en fait les sports d'équipe ou certains sports qu'on aurait voulu faire ou même le fitness en salle, etc., c'était plus possible. Et au final, ce qui reste le plus simple, j'ai l'impression, dans l'univers du sport et qui est accessible à tout le monde, c'est juste de sortir de chez soi et soit d'aller marcher ou bien de courir si on veut être plus rapide. C'est un peu ça. Donc je pense que la course, elle arrive aussi à ce moment-là. Et même dans l'univers de la course, j'ai l'impression plein de marques qui sont revenues en avant, des projets qui ont été créés, visuels, etc., même communautaires. Il y a beaucoup qui se créent à partir de ce moment-là parce que les gens ont le temps en fait, d'être sur Instagram et n'ont plus le temps de faire du sport. Donc en fait, aussi, c'est très aguicheur. Ils voient cette image-là, ils ont envie en fait, de sortir. Puis là, on leur dit, mais vous pouvez sortir, aller courir. Donc les gens se mettent aussi à faire ça. Et nous, je pense qu'on a pris un peu ce pas-là. Et la question intéressante, ce serait est-ce que si il n'y avait jamais eu le Covid, on serait venu à la course? Et je suis convaincu que oui. Parce qu'aussi, on retrouve dans la course la simplicité, le fait de pouvoir aller, comme on discutait avant, en montagne, d'aller en montagne, de pouvoir... Il y a le déplacement, il y a le fait qu'un entraînement, ça peut être très rapide. En 1 heure, on pourrait avoir fait 10 kills, puis du coup, c'est quand même un bon entraînement de course. Donc, il y a plein de spécificités qui font que c'est très pratique, en fait, aussi, je pense, comme sport. Ouais, c'est notre arrivée à la course, c'est vraiment un concours de circonstances. On travaillait ensemble à la crêperie de Fribourg, crêperie Wackenbuck. Et c'est Jessie qui se mettait qui tout d'un coup, en fait, au cours d'une discussion, on s'est rendu compte qu'il courait, que moi aussi, parce qu'il n'y avait pas en fait tellement d'autres options, tout était fermé. Et puis on s'est dit, alors on va regarder pour courir. Et puis au fur et à mesure, en fait, par simplement l'effet de groupe, en fait, parce que c'est déjà un groupe à 2 personnes, j'ai commencé aussi à dépasser mes limites. C'est Jessie qui m'a permis de faire mon premier semi-marathon, un truc que je pensais impossible. Moi, au début, dans ma vie, c'était de réussir un mort à Fribourg. Je me retrouvais à faire 21 kilos et quelques avec lui. Puis là, je me suis dit, bon, ok, d'accord, en fait, je me mets des limites aussi par rapport à ce que je crois être capable de faire. Et si j'arrive à rentrer avec quelqu'un qui me challenge, mais qui m'encourage aussi, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et puis, si moi, j'en ai profité, peut-être que d'autres personnes peuvent en profiter. Et là, c'est l'idée qu'il y a derrière le fait de créer un groupe. On sait que dans l'histoire, la course à pied, ça n'a pas toujours été considéré, c'était pas toujours quelque chose d'attirant, c'est même considéré dangereux pour la santé. Dans les années 60, les coureurs étaient un peu pris pour des fous. Maintenant, ça a bien changé. Vous faites partie un peu de cette vague des non-coureurs qui sont mis à la course aussi avec tout cet engouement durant le Covid. Est-ce que vous avez senti que c'était un monde accessible, le monde de la course? Je pense que de base, le monde de la course fait peur parce que c'est un monde fluorescent, sans graisse, très carré et très expert, on va dire. Il y a ce monde aussi au travers de ce qu'on voyait quand on était petit, des gens qui couraient par chez nous, des clubs de course, etc. Moi, j'ai toujours ressenti que c'était très... justement, il fallait être dedans à fond et ça laissait pas vraiment place à... On voyait jamais, par exemple, des bodybuilders ou des gens qui faisaient beaucoup de fitness faire de la course. On avait l'impression qu'ils allaient... Au niveau des genoux et des articulations, ça allait pas tenir, etc. Alors qu'il y a d'autres endroits sur la Terre, et on a vu tellement d'autres images où en fait c'est le cas et c'est accessible à tout le monde. Et je pense que ça faisait peur de base, mais il y a aussi des groupes et des modes de fonctionnement quand on creuse un peu dans l'univers de la course qui nous montrent en fait que c'est hyper accessible et que
des gens courent, mais de la manière la plus basique qu'il existe. Il y a des gens qui courent à pieds nus, etc. C'est tout des choses qu'avant on voyait jamais en fait. Aussi cet essor de la course libre, en fait, ce qu'on appelait même dans les années 80 la course libre, le fait de le jogging, enfin qui est devenu le jogging. C'est ça qui était intéressant. C'était plus de la course sur track au stade, mais c'était simplement courir, être en dehors, en forêt, etc. Et donc je pense que voir aussi des sentiers, des parcours Vita, des gens qui faisaient du trail, même aussi avec l'essor de Strava ou des différentes applications où on track, etc., de voir où les gens vont courir, ça montrait que c'était possible de courir autour de chez soi et puis justement de ne pas être forcément dans ce moule-là de la course, mais de pouvoir quand même accéder à la course et à cet univers-là. Ouais, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est qu'en réalité, on revient à ce qu'était... On est plus proche de ce qu'était la course à la base. C'est-à-dire un peu des gens zinzin, en fait, où si tu as simplement une paire de chaussures, tu peux courir. Et cet élément de course a gentiment été modifié, mais à la base, les personnes étaient vues comme des fous, c'est clair. Enfin, on a vu aussi ce film dont j'oublie le nom maintenant. Free to Run. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Où en fait, c'est intéressant parce que la course de base, c'est ce qu'on fait. Ça veut dire qu'en fait, c'est sans prétention. On met les habits qu'on a envie de mettre, tant qu'on a une paire de chaussures qui nous permet d'avoir des genoux encore entiers à la fin de la course, ça fonctionne. Et tout d'un coup, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus professionnel. Et puis, le professionnel, en réalité, c'est ce que tout le monde veut atteindre, mais la plupart des personnes qui achètent ces chaussures à des prix exorbitants, c'est pas nécessairement des personnes qui courent des marathons en dessous de 2 heures. Et en fait, c'est ce côté prétentieux, côté aussi même au niveau alimentaire, où là tout d'un coup il s'agirait de faire des sacrifices sur le régime, tous ces éléments-là qui moi me gênent. Et donc du coup en fait tout d'un coup c'est de dire ouais mais il n'y a pas de raison de sacraliser un petit peu la course et puis se rendre compte par après qu'en fait c'est ça l'idée de base, c'est d'être simplement libre de faire du sport n'importe comment avec un minimum de matériel. Et c'était intéressant de se dire c'est qu'en fait notre idée elle n'est pas nouvelle du tout. En fait c'est un retour à ce que c'était à la base. Puis toujours dans ce film, ce documentaire là de David Morat sur Free to Run, sur l'histoire de la course à pied, dans les années 70, il y a une revue internationale qui naît, Spiridon, qui aura quand même un peu un impact sur le monde de la course à pied. Puis j'ai vu que vous étiez un peu en lien aussi avec Spiridon. Est-ce que vous pouvez juste m'expliquer un peu comment ça se fait que... Jessie, que tu... Ouais. De base, en fait, c'est un magazine justement qui sort et qui est le premier magazine qui arrive en Europe qui parle de course à pied et qui lie aussi en fait de manière assez similaire à nous d'autres choses en fait à la course, que ce soit la musique, un peu des types d'entraînement. On a les éditeurs qui essaient de choisir une certaine vision en fait. Quand on ouvre le magazine, on a des photos qui sont très particulières. On a des poèmes même des fois, ou même des satires dans le magazine. En fait, c'est de prendre cette liberté par rapport à la course, alors qu'à ce moment-là, la course, elle est déjà tellement vue comme quelque chose de lunaire et de pas possible. Et en fait, quelqu'un a voulu reprendre cette idée et a voulu faire renaître un peu Spiridon, mais d'une manière... en fait, à travers les habits, à travers ce qu'elle était l'icône de Spiridon. Et l'icône, c'était justement le personnage, le bonhomme qui court en fait, puis c'était courir tous avec nous. Et c'était ça le but aussi, c'était l'inclusivité, d'avoir des femmes, des hommes, des gens qui travaillaient, des jeunes, etc. Et en fait on a collaboré, on va dire, avec eux parce qu'ils ont cru aussi en ce que nous on faisait et ils voyaient que nous on courait de cette manière-là. Et je pense que de voir, par exemple, on a maintenant les forums pour les marathons où on a tout est axé très sur la vente en fait, mais les gens ont plus vraiment cette conscience de la course, de ce qui était très poétique et très libre d'avant. Et en fait, eux, avec Spiridon, le but c'était de remettre ça en fait en avant et de discuter aussi de l'histoire, de d'où ça vient, la course des femmes, le Mora Fribourg, parce que c'est très lié. Et en fait, c'est cet aspect-là aussi qui nous intéressait, c'était cet aspect histoire. Et qui est d'ailleurs très bien mis en avant par Pierre Morat au musée olympique de Lausanne. Là, ça fait 1 année qu'il y a cette exposition pour le marathon en route vers le marathon de Paris. Et ça retrace bien justement l'histoire de la course à pied aussi, d'où ça vient. Et puis ce gros boom en fait, du jogging des années 70, 80 pour arriver jusqu'aux années 90. Et en fait, si on regarde dans l'histoire, c'est ça justement, c'est ce développement qui a amené à
dans les années peut-être 2010, à mon avis, trop de pression sur tout le monde, avec trop d'argent, avec quelque chose qui dénaturalisait en fait la course. Et puis 10 ans plus tard, quand il y a le Covid et que les gens sont chez eux et qu'ils se reposent d'autres questions et tout, là on revient avec quelque chose de plus naturel et de plus simple parce que le mode de consommation devient aussi un peu différent. Donc je pense que c'est aussi un peu la vision de Spiridon, c'est d'arriver et de dire ce qu'on sait dans les années 70, on peut pas le faire aujourd'hui, c'est pas possible, mais essayons de se rapprocher de ça en fait. On revient maintenant à vous. Comment vous est venue l'idée de créer justement l'équipe Cycliste Céleste ? C'était une suite logique par rapport à ce que j'ai dit dans l'élément d'arriver à se tirer vers le haut. On a aussi vu qu'il y en avait certaines dans d'autres villes qui existaient. On a eu des inspirations par rapport à ce qui se passait à Paris, mais aussi à Amsterdam, un club qui nous a beaucoup parlé. D'ailleurs, un des plus gros challenges, des premiers challenges qu'on a fait ensemble, c'était suivre le challenge du Pata Running Club, qui était en fait d'arriver à, pendant 4 semaines, faire 35 km la semaine. Et maintenant, quand on y repense, au début, on s'est dit, on essaye de caler tous ces kilomètres sur l'entier de la semaine, comme ça tout se passe bien. Puis le dernier, le gros challenge, c'était de faire les 35 km en une fois, qui est un challenge drôle parce que tout se passait sur un classement sur l'application Nike. Et puis, pour avoir la place numéro 1 par semaine, il fallait être la première personne à faire les 35 km. Et puis, du coup, avec Jessie, on a réussi à être dans le top de ce challenge qui est en fait international. Et nous, ça nous faisait mourir de rire. Ce qui m'a permis, moi, de faire un 35 km, alors que de nouveau, c'était impensable, un petit peu par le fruit du hasard. Et puis, du coup, on s'est dit, en fait, si ça existe ailleurs, il faut aussi qu'on puisse proposer ça de manière locale, en fait. Et donc, du coup, c'est là que c'est parti de là-dessus. Et puis, que ça a été lié à un autre projet, qui est là le mien, qui est ma marque de vêtements. Troisième chambre, donc du coup on a lié les deux, mais le CC c'est vraiment ce qui est axé sport. Je sais pas si tu veux rajouter encore un truc. C'est ça, c'était aussi le fait d'avoir où on avait l'impression qu'on avait des bases de sport, mais qu'on a surtout beaucoup d'envie en fait, c'est ça qui ressortait beaucoup, et de se dire que si nous on avait l'envie, on pouvait peut-être aussi donner l'envie à des gens, et surtout il y avait des gens qui avaient déjà beaucoup d'envie là-dedans, donc l'idée de se dire on va faire des choses qui sont très simples, qu'on va proposer au niveau de l'événement, parce que de nouveau de créer des événements c'est assez compliqué, ça fait peur, il y a plein de connaissances qui rentrent aussi en compte, et on se disait on va créer quelque chose de simple, d'accessible, et qui aussi montre ce qu'on fait, mais ouais c'est vraiment ça, dans la simplicité. Donc les premiers dimanches on faisait le dimanche café course, on avait un thermos d'eau chaude, on avait du café soluble, des gobelets en carton. Et puis on cachait ça à la place Python, on allait courir, puis à la fin nous on s'asseyait et on servait le café à tout le monde. Et c'était très camping, mais c'était super parce que c'était très famille et les gens ils voyaient que aussi nous ça nous faisait plaisir et c'était très nature en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on a commencé aussi à avoir des gens qui venaient courir avec nous. Qu'est-ce que vous faites maintenant comme événement ? Vous proposez quoi justement dans votre petit club ? Là, du coup, on a réduit les événements qu'on faisait de manière hebdomadaire parce que du coup, travail oblige. Là, ça devenait un peu plus compliqué. Donc, ce qu'on fait de manière un peu ponctuelle, c'est il y a le Aperol Spritz et qui est en fait le concept de courir Perol aller-retour et puis à la fin, il y a un Aperol Spritz qui est offert. Le Bar Mile. Qui là consiste à faire en fait un aller-retour entre 2 bars de la ville, le Pop et le Cyclo, avec à chaque fois une bière à boire sur chaque bar. Ça fait beaucoup de trucs qui tournent autour de l'alcool, je me rends compte. Il n'y a pas que ça, on mais il n'y a pas que ça. Et puis du coup, ça va faire le 3e été. On va probablement aussi le faire cette année, qu'on fait le tour du lac de Morat, où là on organise le tour du lac de Morat qui fait 24 km, si je ne me trompe pas. Ouais. Et on fait simplement des haltes, on suit les coureurs tout au long du tour, et puis à la fin, une petite collation. La course de Noël aussi. Et la course de Noël, bien sûr. Jésus boit de la bière. Jésus boit de la bière. Encore de l'alcool. Oui, toujours. Mais l'alcool est après la course, donc ça va. Il y avait du vin chaud quand même, je dois dire, par souci de transparence. Mais c'est vrai que en fait, l'élément qu'il y a par rapport à l'alcool, c'est que c'est justement aussi de dire,
Voilà, c'est sans prétention. Il n'y a pas besoin de nécessairement faire des sacrifices. Si vous voulez faire des sacrifices, faites-le. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, justement, c'est désacraliser cette histoire de pour faire du sport. Il faut manger des brocolis toute la semaine, boire de l'eau avec des électrolytes, etc., etc. Faites-le si vous avez envie. Il n'y a pas de souci. C'est probablement mieux. Ça, c'est aussi réel. Mais par contre, moi, j'ai pas envie de faire ces sacrifices-là. Et donc, du coup, j'ai pas envie de choisir entre le sport ou être un surhomme ou quelqu'un qui est parfait. Et il y a tout un champ de possibles entre les deux dans lequel on essaie de s'installer. Vous parliez un peu de références à Amsterdam, à Paris. Est-ce que vous avez 2-3 noms à donner des gens qui vous ont inspiré ou des groupes d'amateurs qui vous ont inspiré? Ouais, moi je pense que le groupe justement de Paris qui sont aussi à Lyon, c'est Distance, qui est, ça fait une dizaine d'années bientôt qui proposent vraiment des choses variées et intéressantes au niveau de la mode, mais surtout aussi au niveau des événements. Et là, ces 2 dernières années, ils mettent le paquet. Et vraiment, on a des événements presque chaque mois avec plein de marques différentes. Donc aussi, ils sont pas clivés dans une chose ou avec seulement un partenaire, mais ils essaient de montrer tout un panel autour de la course. Ils font l'Equitan Camp aussi, qui est en fait, ils font une semaine en Afrique où ils vont courir sur des trails. Enfin, ils font vraiment des trails très spécifiques. Ils testent des paires, etc. Ils proposent aussi des articles. Ça, c'est un truc qui nous a pas mal parlé. C'est en fait tout le monde aussi autour des gens qui écrivent sur la course, en fait. Qui est un monde que moi, je connaissais pas du tout de base. Et par exemple, des magazines, quand on était petit, on avait des magazines de foot, de catch, de tout ce qu'on voulait. Mais avoir en fait aujourd'hui des magazines numériques qui sont intéressants au niveau des photos et de ce qui est écrit, c'est aussi, je trouve, un plus. Et ça peut être une porte d'entrée dans la course aussi. Et pour ça, Distance sont assez forts. Quand on a une paire qui sort, ben, ils vont faire un test et ils savent mettre aussi de l'humour, des petites anecdotes, des trucs sympas. Et ça fonctionne. Et moi, je pense aussi direct à Satisfy, qui est une marque qui vient de base de Paris, mais qui est installée aux États-Unis. Et qui là essayent d'être le plus possible dans l'éco-durabilité. Et aussi qui sont très axés sur le visuel, l'esthétique. Et aussi qui vont proposer des gros événements et aussi des magazines, beaucoup de choses qui sont gratuites aussi autour de ça et qui essayent d'avoir un peu ce niveau roots américain, un peu de qu'est-ce qu'est la course là-bas, notamment avec les ultra trails qui se trouvent dans les États-Unis, essayer d'aller sponsoriser ça, des plus petites courses, etc. Donc ça, je pense, pour moi, c'est un peu les 2 gros rosters vraiment de courses, quoi. Mm-hmm. Au début, dans l'inspiration, il y avait aussi le Power Up Run. Ouais. Qui est de Paris aussi. Et puis j'ai parlé avant de Pata, Pata Running Club, qui est en fait une sous-branche de Pata, la marque de streetwear de Amsterdam en fait. Donc je rajoute encore ces 2 là. Ouais, puis ce qui est cool aussi dans cet univers-là, c'est que là, toutes les marques qu'on a citées ou ces clubs-là, en fait, collaborent tous ensemble. Distance collabore avec Satisfy et collabore avec Power Up et avec Pata, ils ont aussi Nike qui se retrouvent dans chaque groupe. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans cet univers du running, je trouve, d'aujourd'hui, avec l'esthétique et ce qu'ils mettent en avant, c'est de tester tout, d'avoir plein de marques et de pas être en fait et de pas non plus descendre certaines marques, parce qu'on sait que maintenant au niveau écologie, etc., il y a beaucoup de questions qui se posent et c'est normal, même pour les coureurs qui vont en montagne, etc., je pense que la conscience elle est encore plus forte, mais d'avoir en fait des groupes de courses qui disent si par exemple en entrée de gamme vous prenez des chaussures Nike qui coûtent 60 francs à Oxner Sport, c'est ok, parce qu'il faut aussi une porte d'entrée et c'est normal que vous n'allez pas mettre 300 francs dans une paire qui est éco-responsable, etc., parce qu'il faut aussi être un peu réaliste par rapport à l'entrée dans la course. Et je trouve intéressant aussi cet angle-là qui est à nouveau de rendre accessible, quoi, en fait. Vous faites du vélo, mais le mot cycliste se limite pas à la bicyclette. D'où vient ce nom, justement ? Moi, ce qui m'inspirait beaucoup par rapport à ce nom, c'était le phénomène du peloton, où en réalité, on a cet élément-là où, en plus, dernièrement, c'est devenu de plus en plus popularisé par notamment la série Netflix qui est sortie sur le Tour de France. Mais moi, je trouve ça assez phénoménal de se dire que tous ensemble, ils forment ce grand groupe où c'est plus facile que quelques personnes qui sont en train de se prendre le vent en pleine face pour que les autres, en fait, s'épuisent moins.
Et pourtant, ils sont tous en train de chasser en fait leur chrono. Ils sont tous sur une quête qui est très personnelle, mais par contre, ils le font tous en groupe. Et je trouve ça hyper intéressant parce que dans le fond, peu importe le niveau, c'est pas ça qui nous intéresse véritablement, mais c'est simplement de le faire ensemble. Parce qu'à la fin, on se retrouve tous à pouvoir... ça, c'était le cas pour les dimanches café-courses, où on se retrouvait tous ensemble à boire notre café. Sur 5 km, il n'y avait pas tellement de différence au niveau des arrivées, mais quand c'était le cas, ce n'était pas un problème. À la fin, si tu as envie de courir à 6 minutes le kilomètre ou à 5 minutes le kilomètre, ou même à 3 si tu es une fusée, très bien pour toi, mais à la fin, on va tous pouvoir aller boire notre café ensemble. Et c'est ça qui, moi, me parlait beaucoup dans cet élément cycliste. L'idée aussi des intervaux qui étaient... c'était une sorte d'entraînement qu'on faisait tous les jeudis soirs au stade. L'idée du stade, c'était que, en fait, une personne qui courait, même qui était entre la course et la marche, pouvait venir avec nous et avec tout le groupe, et en fait, avait toujours en visuel le groupe qui courait. C'est-à-dire, si on avait une sorte de peloton qui courait un peu à la même allure pour faire les intervalles au stade, la personne plus lente pouvait faire les mêmes et toujours avoir en visuel et aussi faire partie de ce groupe. Et c'est ce qu'on a essayé, je pense, depuis le début, c'est de rendre accessible et justement de mettre dans un groupe des gens avec des niveaux qui étaient totalement différents, avec d'autres objectifs, d'autres buts, etc. Et puis ça aussi, c'était... au niveau visuel, pour nous, c'était intéressant, ce truc du stade, en fait, où les gens, quand on se voit et qu'on a l'impression qu'on fait partie, qu'on est tous en mouvement en même temps, puis qu'à la fin, c'est très facile de se retrouver. C'était aussi ça qui était à travers ce mot cycliste. Le fait que Saint-Léonard réouvre ses portes, c'est aussi l'occasion de retourner au stade pour vous ? Totalement. Moi, je suis retourné la semaine où ils l'ont rouvert. Et en fait, je parlais l'autre jour encore de ça. Je trouve incroyable l'engouement qu'il y a autour du stade et du lieu. En fait, je pense que Fribourg aussi a fait quelque chose de juste. C'est beau visuellement, ça fonctionne. Les machines qu'ils mettent, c'est aussi il y a du bon matériel. Et en fait, on voit qu'il y a tellement de jeunes qui se retrouvent là. Tout le monde fait un peu son entraînement pour soi. Et puis à la fin, on se met à parler avec des gens, on recroise des gens que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ou qui étaient dans d'autres domaines, etc. Et je pense que le stade est vraiment un lieu de rassemblement et puis de retrouvailles pour plein de gens. Et je pense que cet été aussi, là, il faisait encore froid et on voyait beaucoup de gens au stade. Je pense que cet été, le stade sera rempli parce que tout le monde... Et aussi, je pense que c'est important, même pour les clubs de course ou les clubs professionnels ou bien les grosses associations, que des amateurs puissent en fait utiliser le stade et puissent être aussi un peu intégrés à cette culture-là. Je trouve que c'est important que Fribourg laisse aussi la place à ça, en fait. Vous pensez quel est le lien que Fribourg a avec la course à pied, notamment avec sa course mythique de Mora-Fribourg ? Moi, je pense que on a eu des gros clubs il y a eu la CAF, qui était très présente à Fribourg et qui était aussi directement dépendante de la fédération suisse de course, d'athlétisme. Et puis, il y a un peu des sous-cultures qui se sont créées, j'ai l'impression, notamment au niveau du trail. Et ce que Bull, par exemple, fait maintenant en matière de course à pied et trail, je trouve hyper intéressant parce qu'ils ont une autre approche. Et que la course sur route et course sur track, qui était très fribourgeoise, maintenant dans Fribourg, on pense aussi directement à Bull. Et on a la course de Nérivu, on a des trails, il y avait le trail de Charmey, maintenant il y a le trail... il y a aussi la Jungfrau. Ouais, exactement. En fait, c'est tous des trails de base qui sont des petites courses qui se mettent à être de plus en plus grandes. Et l'engouement, il y a la corrida bulloise aussi. Exact. C'est des courses de base qui sont peut-être un peu petites, qui maintenant ont de plus en plus d'engouement et qui permettent au peuple fribourgeois en fait, d'avoir plusieurs courses à lui vraiment pendant l'année. Et le Mora Fribourg, qui était à l'époque... on voit aussi que chaque année, il y a de plus en plus de coureurs. On a d'autres sponsors, c'est différemment médiatisé. Et je pense que c'est bien parce que ça permet justement aux Bullois, aux Fribourgeois, à tout le canton de se retrouver dans une des courses qui est proposée. Et plus il y aura de courses, plus ce sera accessible, aussi moins ce sera cher et plus les gens pourront courir aussi de manière différente, que ce soit sur track, sur route, sur longue distance ou sur trail. Vous avez un lien spécial avec le Mora Fribourg ? Vous l'avez fait plusieurs fois, je pense. Est-ce que vous avez développé un lien spécial ? Pourquoi elle est mythique pour vous, cette course ?
en tant que fribourgeois déjà, je pense. Du coup, déjà, c'était un petit peu, comme je l'ai dit avant, l'objectif d'une vie, à la base des bases, quand j'étais pas trop dans la course. Ensuite, la première fois que ça a été fait, c'était chouette. La deuxième fois que je l'ai fait, c'était dur, difficile, mauvaise préparation, si on peut parler de préparation. Et la troisième fois, ça c'est sous l'input de Jesse, on a fait en fait l'aller-retour. C'est-à-dire qu'on a fait Fribourg-Mora, café, Mora-Fribourg. Et donc du coup, il y a un lien qui est chouette avec cette course, qui est une course qui est mythique. Puis en plus de ça, il y a un aspect familial pour moi, où je sais que mon père l'a fait 1 ou 2 fois, toujours moins bien que moi, ce qui est très bien. Ça va rester comme ça. Et donc du coup, il y a vraiment cet élément où c'est une course qui est mythique pour, je pense, tous les Fribourgeois, pour moi en tout cas. Et donc du coup, j'entretiens cette relation avec, où au final, chaque année, je me dis, bon, est-ce que je vais la faire ? Et puis la réponse est toujours, mais je vais quand même pas louper le Mora-Fribourg. Donc c'est ça le lien pour moi. Je pense aussi qu'on a cette envie un peu de mauvais élèves qui fait que quand on fait un truc comme le Mora-Fribourg une première fois, on a tellement de la peine à vouloir faire un meilleur temps qu'on va essayer de trouver n'importe quoi pour la rendre plus difficile, mais à notre manière. Et c'est peut-être aussi ce qu'on a fait l'année passée avec le Fribourg-Mora-Fribourg, c'était de se dire on court hors course, sans temps, sans rien, en essayant de ne pas se faire choper par des gens qui nous diraient qu'on n'a pas le droit de le faire, etc. Pour arriver jusqu'à Mora et ensuite retourner à la course avec un dossard qu'on avait payé et tout. Et c'est aussi ça un peu le but, c'est de rigoler un peu de tout cet univers qui est quand même assez rigide. Et cette année, on va regarder, mais l'idée, c'est peut-être de rajouter encore une fois un 17 kg, ce qui ferait un 51 km, et qui permettrait en fait de faire un ultra, mais sur un Mora-Fribourg. Ce qui est une idée qui nous plaît et qui nous fait rire. Et à nouveau, tout l'aspect de la performance devient secondaire, en fait, au second plan, parce que comme là, nos temps cette année, l'année passée sur le Mora-Fribourg, sont vraiment pas mauvais, mais on a quand même 17 km avant, ce qui fait que ça change tout, en fait, au niveau du temps. Et je pense que c'est ça aussi qu'on essaie de faire des fois, c'est de prendre des courses et puis de se dire de toute façon on sera jamais assez bon pour faire un vraiment bon temps, donc viens on rajoute d'autres trucs on se met des bâtons dans les roues volontairement et sûrement on rigolera plus, quoi. Tu as parlé de l'ultra justement, c'est longue distance, c'est aussi quelque chose qui vous attire de plus en plus? Surtout Jesse, il faut que tu dises pourquoi tu es inscrit. Ouais, moi là je prépare les 100 km de Bienne, qui sont le début juin. Et en fait, pour moi, je vois mon futur dans la course autour de ça, parce que c'est une culture en fait avant tout qui m'intéresse beaucoup et qui représente bien aussi ce que nous on a proposé avec Équipe Cycliste Céleste, où le but n'est pas le temps, mais vraiment de finir en fait l'événement, de finir la course, et ça permet aussi d'avoir un certain train de vie en fait. Je parlais de ça l'autre jour avec mon papa, où je disais aux États-Unis, les meilleurs ultra-trailers, en fait, c'était des fermiers. Parce que pour eux, c'était pas un problème de pas dormir, parce qu'ils dorment pas beaucoup pendant l'année. C'était pas un problème d'être dans le froid, dans la pluie, d'avoir mal aux pieds, etc. Et c'est des choses que nous, on n'a plus l'habitude parce qu'on travaille et parce qu'on a cette société-là dans laquelle on évolue. Et l'ultra-trail permet, en fait, à mon sens, de se rapprocher de ça qui est très naturel et très rudimentaire, où là par exemple les 100 km de Bienne, je sais que je dois manger, mais pas que des barres protéinées et des gels, mais je dois manger quelque chose de la viande, du riz, des choses qui sont des fois plus compliquées à digérer. Je dois être capable de faire une sieste, de me réveiller et de repartir courir, et c'est des choses que j'entraîne et que je fais. Et en fait j'aime bien ce côté-là qui va mettre d'autres choses que la course, justement, où il faut être capable de s'endormir rapidement, de se réveiller, et qui nous met dans des états en fait, que la course des fois ne permet pas. Et je pense que toute cette culture de l'ultra distance en fait, est intéressante là-dedans, c'est qu'elle permet plein d'autres choses en fait, que la course de track par exemple ne permet pas. Toute cette préparation, elle passe par quoi? De la documentation surtout? Je pense que de base, il y a une documentation qui est faite. Enfin, c'est aussi des envies. On voit ce qui est fait. On voit des gens qui ont fait ce type de course, etc. Et en fait, c'est aussi l'ultra-distance, c'est quelque chose qui est très décomplexé. Là, on voit des courses, par exemple, comme Sierzinal, ou maintenant tout le scandale qu'il y a autour de l'UTMB, avec leur sponsoring
qui est passé chez Skoda en fait à partir de cette année, etc. Où les gens commencent un peu aussi à boycotter parce que on voit qu'il y a de nouveau l'ultra performance, qu'il faut faire certains temps, etc. sur des distances qui sont énormes. Et ben on a toute une sous-culture qui se crée un peu punk en fait autour de cette ultra distance. Là ils viennent de finir il y a une semaine le LA Las Vegas, qui est une course en fait où c'est sur invitation par mail avec un endroit de rendez-vous, 1 heure, mais ultra secrète. Et c'est que les gens doivent simplement courir de Los Angeles à Las Vegas. Et il n'y a aucune règle en fait. Ils peuvent dormir dehors, dedans, faire ce qu'ils veulent, manger ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de ravitaillement, etc. Et je pense que c'est ça aussi qu'on recherche avec l'ultra-distance. C'est en fait quelque chose de très basique. Et puis pas catégorisé, mais très libre en fait. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, avec. Donc, au niveau préparation, la préparation, ça va être, je pense, un 80% de mental, de se mettre dans des conditions qui sont difficiles, d'aller courir de nuit, de courir quand il fait froid, d'aller en montagne, de faire des choses qu'on ne sait pas si on arrivera à les finir ou pas. Il y a au niveau nourriture aussi, d'être capable de manger, de digérer rapidement et puis de s'alimenter en fait pendant la course, qui est primordial sur de l'ultra-distance. Et après aussi, au niveau du sommeil et aussi des articulations et en fait du nombre de kilomètres qu'on met par semaine, quoi, qu'on inflige un peu à ça. Pour le sport et ton plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc. Si tu veux pas cirer le banc, c'est le meilleur podcast. Si on passe maintenant à la deuxième thématique, on a fait pas mal le tour. Le futur de l'équipe, les objectifs et vos projets perso. Comment vous voyez le projet équipe Cycliste Céleste évoluer ? Est-ce que vous avez des idées pour le futur ? Je crois qu'on n'a jamais trop vu loin. On a toujours fait en fonction de nos envies. Moi, avec le job et les différents événements de vie, j'ai pas mal réduit mon temps de course. Donc là, maintenant, ça va être l'objectif de reprendre. Je vais me focaliser sur des distances peut-être pas aussi grandes que celles de Jesse, mais de voir pour en fait pouvoir refaire des distances comme le marathon, ça me plairait bien. Et puis au niveau des projets, on a le prochain bar mile qui est fixé pour le 26 avril. 26 avril. Vendredi 26 avril à 21h. Et puis du coup, au fur et à mesure, on verra qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui va se faire. L'équipe Cycliste Céleste, c'est aussi pas limité à la course ou au vélo. C'est tous les sports en fait. C'est aussi une porte d'accès peut-être vers d'autres sports. Donc on se laisse pas mal de liberté, ce qui est un choix de confort. Puis aussi, à mon avis, qui nous permet d'être sûr que quand on s'investit à fond. C'est possible d'avoir des hauts, c'est possible d'avoir des bas. Ce qui est sûr, c'est que c'est là pour durer, mais que la forme, elle n'est pas concrète. Et puis, ça nous évite de rentrer dans une case, dans une prison. C'est ça. Et puis, aussi, c'est très difficile d'avoir des événements ponctuels et de garder, en fait, parce que, de nouveau, la vie, elle est faite de plein de choses et ça évolue toujours et c'est très difficile. Et là, ce qu'on a fait depuis une année, c'est de se concentrer sur des événements et de donner un peu plus et de peut-être mieux préparer, d'avoir quelque chose qui était un peu plus carré. Et nous, ça nous permet aussi d'aborder le sujet différemment, de pouvoir réfléchir à des idées, de mettre en place des idées, de faire des recherches, d'avoir une idée visuelle, etc. Et je pense que c'est aussi tout un aspect où nous, on prend beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça et qu'on perd en fait quand on a aussi quelque chose qui revient toutes les semaines parce que quand c'est établi, il suffit de le faire continuer. Alors que quand on doit recréer quelque chose de neuf, c'est aussi là qu'on prend du plaisir à créer des nouvelles choses. Donc là, l'idée aussi, c'est de faire des événements qui seront un petit peu plus gros, mais qu'on aura aussi mieux préparés et puis qui seront peut-être différents et abordés d'une manière différente. Parallèlement, tu nous as parlé de ta marque de vêtements, Nico, Troisième Chambre. Explique-nous un petit peu ce projet et peut-être le lien qu'il y a avec l'équipe Cycliste Céleste. Le projet Troisième Chambre, c'est donc du coup, moi j'ai une passion depuis des années et des années, les vêtements, tout ce qui est autour du monde de la mode. Et donc du coup, j'ai décidé aussi pendant le Covid de me lancer dans ce projet, créer une marque où je vois le vêtement en fait comme vecteur d'histoire.
Et puis du coup, par rapport à ça, j'avance à ma manière, je découvre de nouvelles choses, je produis des vêtements. Et puis quand on a décidé de lancer l'équipe Cycliste Céleste, c'était assez logique en fait qu'il y ait un lien, puisque dès qu'on devait faire des t-shirts ou n'importe quel autre vêtement, que ça pouvait se faire sous justement troisième chambre. C'est pas un projet qui est limité par troisième chambre non plus, l'équipe Cycliste Céleste. Ça veut dire dans le sens où si tout d'un coup il y a des éléments qui doivent se faire, ça se fait, et puis il n'y a pas une obligation de suivre complètement la ligne directrice de troisième chambre. En attendant, l'esthétique de base, avec notamment les choix de couleurs, de teintes, ça s'est fait aussi de cette manière-là. Et puis ça coulissait très bien ensemble, ce qui permettait justement d'avoir une identité visuelle. Et puis dans le fond, c'est aussi des histoires en fait, le sport. C'est ça qui nous intéresse. Donc il y avait un lien qui s'est fait logiquement par rapport à ça. Il y a plein de références au niveau du sport, hein. Tu nous parlais du col qui fait référence au col de Eric Cantona, par exemple, mais, ou le logo qui fait penser à l'AC Milan. Tu as fait plusieurs choses différentes pour Troisième Chambre. C'est quoi les problèmes que tu as rencontrés en créant ces vêtements-là ? Je pense que de un, il y a tous les problèmes de ce qu'on ne peut pas s'attendre, ça veut dire tout ce qu'il y a derrière créer un vêtement. Je ne voulais pas créer une marque en disant voilà, j'ai créé ma marque en faisant un t-shirt et puis en l'achetant déjà tout fait et juste en posant mon logo dessus. Ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai été jusqu'au bout, c'est-à-dire prendre les mesures. Par exemple, j'ai fait un Marcel, et quand j'ai fait ce Marcel, c'est 15 mesures différentes en fait qu'il y a dessus. Ça peut aller de la largeur du col, de la hauteur du col également, la largeur qu'il y a en bas, la largeur qu'il y a sous les aisselles. Enfin bref, le nombre de mesures est assez important. Et ça, au début, je l'ignorais, ce qui est très bien à mon avis parce que ça m'aurait très probablement découragé. Il y a aussi les aspects des fournisseurs. À la base, moi, je voulais absolument rester en Europe, ce qui s'est avéré très compliqué par rapport aux quantités. Pas nécessairement par rapport au prix, mais vraiment par rapport à l'aspect aussi de je devais attendre beaucoup parce qu'avec mes petites quantités, je n'étais pas mis au sommet de la pile, comme on dit. Et ça, c'était aussi quelque chose, un challenge. Il y a aussi tout ce qui est de l'aspect marketing, où en réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est la création, c'est tout ce qui est visuel. De vendre, ce n'est pas du tout ma passion, c'est même l'inverse, en fait, j'aime pas du tout ça. Et donc, du coup, c'est tous les challenges qui sont arrivés dans cette aventure et puis qui ont fait que j'ai testé ma passion. Et là, du coup, c'est ça qui a permis que ça continue. Et effectivement, il y a des liens avec le sport. Donc, ça a été le premier vêtement que j'ai sorti. C'était le polo FC Gamin de Talus. Où là, justement, ça fait référence au foot. Au foot, et à nouveau, ça fait un lien aussi avec ce que nous, on aime bien les cancres, on aime bien les c'est pas les méchants, mais c'est un petit peu ceux qui sont mis de côté, les bad boys comme certains. Eric Cantona, effectivement, au niveau du foot, c'est probablement une des figures qui m'a le plus inspiré, parce que c'est une figure qui n'est pas lisse, c'est quelqu'un qui a une histoire aussi à raconter, donc on y revient toujours. Ce serait quoi le vêtement ou l'accessoire que tu kifferais créer ? Si j'avais aucune limite, c'est clair que les chaussures, ce serait quelque chose que j'adorerais faire. Là, c'est probablement quelque chose qui arrivera si un jour ça arrive dans plusieurs années. Parce que là, du coup, il faut trouver les fournisseurs, avoir les quantités nécessaires, etc. Pas forcément une chaussure de course. Qui sait ? Un frigo, le sport est ton plein de vêtements. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. On va passer maintenant à la banquette. Je sais pas si vous connaissez notre petit chapitre de fin. On va vous lancer sur des aspects de la course à pied, sur des questions peut-être un peu plus légères, un peu plus fun. Et puis vous devez simplement répondre, donner notre point de vue par rapport à ça. On commence directement. Pour vous, c'est quoi la course parfaite ? La course parfaite, c'est celle qu'on n'a pas prévue et qui vient après une lourde journée de boulot. Et elle est peut-être en été sous une pluie torrentielle, mais et à la fin, on a une bière sans alcool et un pot de concombre suisse. Incroyable. Moi, c'est celle que j'ai finie. Ouais, sont presque toutes parfaites alors. Ouais. Elles sont toujours mieux une fois qu'elles sont terminées, c'est sûr en tout cas. Quelle est la tenue parfaite pour aller courir ? Il y a eu un essai qui a été fait cette semaine. C'est le mini short avec la chemise ouverte et c'est génial. C'est vrai que c'est difficilement battable pour le coup. Ouais. Le short court, c'est sûr et certain. Le haut, généralement, c'est celui qui est sur la pile d'habits. Il va toujours très bien.
Et puis, ouais, une casquette, une trucker hat. Ça va aussi toujours très bien. Lunettes de soleil si nécessaire. Il y a une paire de chaussures en particulier. Personnellement, j'ai testé tellement de modèles. Il y en avait une qui fonctionnait bien chez Nike. Maintenant, je cours avec des Norda qui sont en fait des chaussures de trail, mais je les utilise pour toute autre chose que le trail. En réalité, je crois pas qu'il y ait de chaussures parfaites pour moi par rapport à mes prétentions. Et c'est très bien comme ça. Les Air Max One sont très belles, mais c'est de la technologie de 1987 et c'est bien que ça reste en 1987 si jamais. Moi, c'est la Norda, c'est le coup de cœur de la course, je pense, sur toutes les chaussures. Et on en a testé les chaussures. Mais c'est la paire d'ultra distance. C'est une paire incroyable qui tient. On a vu des 2500 kills mis dans ces paires chez certains athlètes et ça bouge pas. C'est aussi le plus proche de l'éco-responsable qu'on peut trouver. Et on l'achète, c'est pas la paire la plus belle, mais elle devient incroyable. Plus on la ponce. Et disponible en vente chez Trango Sport à Bulle, si jamais. Le marathon que vous avez le plus envie de faire? Ou refaire. Dimanche, j'ai le marathon de Zurich. C'est le 3e. La première fois, on l'a fait ensemble avec Nico. Et l'année passée, c'était une catastrophe. Et cette année... l'idée, c'est que ce soit un entraînement pour les 100 km. Mais je pense que le rêve, c'est pas dans un marathon, mais une autre course. Il y a la Saddles 100, par exemple, aux États-Unis, qui est une course hyper hardcore, mais qui est tout en autonomie dans les montagnes, où on passe d'un lac à une montagne, à une plaine, à une petite ville. Je pense que c'est ça. Plus il y a de paysages différents sur une course, et peut-être plus c'est intéressant. Et on a l'impression de faire le tour du monde en 100 km de course. Je pense que n'importe quel marathon qui se ferait dans une dans une ville que je n'ai encore jamais visitée. Parce que du coup, ça peut être le moyen de découvrir quelque chose de nouveau et puis un moyen sportif qui serait assez incroyable. Un lieu sur la Terre pour un footing d'une dizaine de kilomètres. Mon but de base quand j'ai commencé la course, c'était d'être capable de courir 10 km quand je partais en vacances dans une ville. Et cette envie-là, elle m'est venue quand j'avais 20 ans et que j'étais allé pour la première fois en Thaïlande, au plein centre, donc où il n'y a rien, c'est que de la végétation, c'est très un peu jungle. Et on a ces longues routes qui font peut-être 20 km toutes droites, qui sont un peu vallonnées, ou qui montent et qui descendent, où on ne voit pas en fait le bout. Je pense que ce serait de courir 10 km là-dessus, au milieu de cette jungle, avec un mini-short et à torse nu en fait, courir là-bas. Moi, j'aimerais bien faire du coup, ça serait plus proche du trail. Mais dès que tu me poses cette question, j'aimerais bien les faire au Cinque Terre, avec justement au bord de l'eau, avoir cet aspect vraiment, de toute manière, les gens que je vais croiser, il n'y en aura presque pas, donc un matin si possible, et puis de terminer avec un café italien, ça me plairait bien. Une astuce pour bien réussir son beer mice? Être décomplexé, je pense. Un joli outfit qui fait rire les gens, ça aide toujours. Les genoux en sable, c'est pas un problème. Et boire gentiment, utiliser les 10 minutes à disposition, pas en utiliser que 2, mais utiliser les 10. Et aller petit à petit et pas vouloir juste la fin, mais prendre le temps en fait de rigoler avec les copains parce que ça permet de mieux digérer la bière, je pense. Je pense que tout a été dit là. C'est quoi la meilleure bière une fois qu'on a fini la course? Ça dépend du temps. Ça dépend du temps. La meilleure bière. Moi, je dirais T'as toutes les bières que tu veux, laquelle tu choisirais? À la Halo Boisson, ils ont la Corona Extra 0,0% d'alcool. C'est la même qu'une Corona normale, mais il n'y a pas d'alcool. Elle est bleu clair, ça, avec un quart de lime coupé, mis dedans, 10 minutes au congèle. Incroyable. La Corona en été, la Guinness en hiver, et puis la Brooklyn toute l'année. S'il fallait retenir qu'une seule personnalité dans le monde de la course? Moi, je dirais Michael Verstegen,
qui est... allez voir, c'est un gars complètement barré, qui est designer, mais aussi ultra runner, et qui était... Enfin, nous, ça nous avait marqué. C'est un gars qui, il y a 5 ans, coupait ses t-shirts pour en faire des franges et des crop tops, et qui allait courir comme ça en montagne avec son chien. Assez incroyable. Ou Anton Krupika, qui est un peu dans le même... c'est un gars qui prend son vélo et part 2 semaines avec sa femme pour aller escalader des montagnes, courir, faire des trails, dormir à côté des rivières et puis revenir en kayak. C'est n'importe quoi, mais c'est génial. Je dirais David Goggins pour le fait qu'en écoutant un de ses podcasts, ça m'a permis de faire mon premier marathon. Voilà. L'accessoire indispensable pour courir. Ouais, le short, je pense. Le short ouvert sur le côté. Short Ouais. de runner. Un short court en tout cas. Ouvert sur le côté, c'est pratique, mais je pense en fait, moi j'ai découvert le sous-short avec le short, ce qui est en une pièce, des sous-shorts en satin là, avec juste un par-dessus. Ça permet, le style est cool et c'est hyper agréable et je pense que ça tient bien. Et puis je pense qu'en deuxième position arriverait la banane. Celle que tu manges ou que tu mets autour de ta taille? Si tu peux choisir la réponse. En tout cas, merci beaucoup. On arrive gentiment Merci à la à fin vous. de ce podcast. Merci d'avoir été nous en ce dimanche matin. On te souhaite bonne chance pour le marathon dimanche à Zurich. Merci beaucoup. Et puis Romain, ça a fait plaisir de retrouver le micro. Ouais, plaisir partagé. Merci les gars. Merci à vous. Merci pour l'invite. Et puis nous, on se retrouve tout bientôt, Romain, avec des nouvelles choses qui arrivent aussi. Exactement, ouais. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. Ton plan développement, si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas